Bonjour, bienvenue dans ce guide pédagogique vidéo conçu pour vous accompagner tout au long du programme Erasmus+, Petit Bridge at School. Vous y découvrirez des vidéos explicatives correspondant aux différentes leçons du guide papier afin de vous aider à mieux comprendre et mettre en œuvre chaque étape en classe. Leçon 1. La découverte du matériel et des premières règles du jeu. Commençons par les éléments de base du Petit Bridge. Ce jeu repose sur l'utilisation de 4 familles de cartes, les rouges, les jaunes, les vertes et les bleues. Chacune de ces familles comprend 10 cartes, numérotées de 1 à 10. Le 1 représente la carte la plus faible, tandis que le 10 est la plus forte. Le bridge, et donc le petit bridge, se joue en équipe. Il oppose 2 paires de joueurs, la paire nord-sud face à la paire est-ouest. Chaque joueur est désigné par un des 4 points cardinaux. Cette convention présente un réel avantage, notamment lorsqu'on encadre plusieurs groupes. On peut donner des consignes précises à un joueur donné. Par exemple, si l'on annonce que Sud distribue, tous les élèves positionnés à cet emplacement sauront qu'ils doivent prendre en charge la distribution des cartes. L'objectif du jeu est de remporter le plus de levées au cours de la partie. Mais qu'est-ce qu'une levée exactement ? Il s'agit de l'ensemble des 4 cartes jouées successivement par les joueurs au cours d'un tour. Avant de pouvoir jouer, les élèves doivent apprendre à distribuer les cartes correctement. Et cela peut s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît, en particulier pour les plus jeunes. Prenons un exemple. Ici, c'est West qui distribue. Il devra remettre les cartes une par une dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faciliter le repérage et l'organisation spatiale des élèves, nous allons systématiquement leur demander de commencer par le voisin de gauche. Cela peut sembler évident, mais en pratique, des erreurs surviennent souvent. Un joueur est oublié, le donneur revient en arrière, repart dans l'autre sens, et finalement, certains élèves ne reçoivent pas les 10 cartes attendues. Pour éviter les oublis et les erreurs, nous conseillons d'imposer aux joueurs d'attendre la fin de la distribution pour prendre leurs cartes. Enfin, il faut garder à l'esprit que cette phase de distribution peut représenter une réelle difficulté pour certains élèves, notamment les plus jeunes. Distribuer correctement une carte à la fois demande en effet une certaine maîtrise de la motricité fine. Une fois la distribution correctement effectuée, les élèves devront classer leurs cartes d'abord par famille, puis par ordre croissant ou décroissant. Au bridge, il est d'usage de ranger ces cartes par ordre décroissant, mais cette exigence peut être introduite progressivement en fonction de l'âge et des capacités des élèves. Pour accompagner cet apprentissage, n'hésitez pas à utiliser des supports visuels tels qu'un tableau numérique ou des cartes magnétiques grand format. Les élèves auront souvent tendance à classer uniquement selon la valeur des cartes. Invitez-les à réfléchir à une organisation tenant compte d'abord de la couleur, puis de la valeur. Les élèves vont ensuite découvrir une règle essentielle du jeu. On doit fournir la couleur demandée si l'on en possède. Prenons un exemple. West a distribué. C'est donc lui qui entame, un terme que l'on pourra expliciter en le remplaçant par des synonymes comme commencer ou démarrer. West pose un 6 rouge. Chaque joueur joue à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Nord joue le 5 rouge, Est le 7 rouge et Sud le 3 rouge. Qui remporte la levée? C'est le joueur qui a joué la carte la plus forte de la couleur demandée. Ici, c'est donc Est avec le 7 rouge qui fait gagner la levée à son équipe. Il est crucial d'insister auprès des élèves, lorsqu'on possède une carte de la couleur demandée, on est obligé de la jouer. Est a gagné, c'est à lui de rejouer. Il pose un 2 vert. Tous les joueurs jouent ensuite une carte verte, sauf Nord, qui n'en a pas. Il joue le 9 jaune. On dit qu'il se défausse. Même si sa carte a une valeur plus élevée, elle ne peut pas lui faire gagner la levée, car elle ne correspond pas à la couleur demandée. C'est West, qui a posé la carte verte la plus forte, qui l'emporte. Ce type de situation permet de travailler avec les élèves la hiérarchisation des règles.
D'abord vérifier la couleur, ensuite comparer les valeurs. Cette démarche sollicite des compétences cognitives précieuses, comme notamment le contrôle inhibiteur. Une fois la levée jouée, chaque joueur récupère sa carte et la pose face cachée devant lui. Si son équipe a gagné la levée, il la pose verticalement. Sinon, il la pose horizontalement. Les cartes sont alignées de gauche à droite, dans le sens de lecture. Ainsi, les élèves écrivent l'histoire de la partie, levée après levée. Une approche intéressante consiste à alterner les temps d'apprentissage avec des séquences de jeux arrêtées, permettant aux élèves de mobiliser des compétences spécifiques, raisonnement, logique, calcul, observation ou encore mémoire. Voici quelques exemples d'exercices que vous pouvez proposer. Exercice 1. La première carte posée est du vert. Cela signifie que le vert est la couleur demandée. Le joueur qui l'emporte est celui qui a posé la carte verte la plus forte. Ici, c'est Est avec un 10. Cet exercice permet de travailler la comparaison des nombres. Les élèves doivent identifier la carte de valeur la plus élevée au sein d'une même famille. Dans l'exercice 2, West entame avec un 3 jaune. Aucun autre joueur ne possède de carte jaune et donc ne peut fournir la couleur. West est le seul joueur à avoir joué la couleur demandée. Il remporte la levée. Cet exercice rappelle l'importance de la règle fondamentale du bridge. On ne peut gagner une levée que si l'on joue dans la couleur demandée. Pour ce dernier exercice, West entame avec une carte bleue. Sud a 2 cartes en main, un 10 rouge et un 3 bleu. Souvent, les élèves sont tentés de jouer la carte la plus forte, dans l'espoir de gagner. Or ici, Sud est obligé de jouer sa carte bleue, même si elle est de faible valeur. Un bon exemple pour amener les élèves à réfléchir avant d'agir et à bien identifier les règles de priorité. On commence par demander à Sud de distribuer les cartes une à une dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est important de rappeler cette règle car certains élèves peuvent oublier ou se tromper dans le sens. Chaque élève compte ses cartes. Il doit en avoir 10, pas plus, pas moins. On prend le temps pour les aider à trier les cartes par couleur en les plaçant de la plus forte à la plus faible. Cette organisation visuelle est essentielle pour leur compréhension du jeu. Ensuite, on fait un rappel clair et simple des règles. Il est normal que ce soit beaucoup d'informations pour les élèves. N'hésitez pas à les accompagner activement, à reformuler, à montrer visuellement et à revenir sur les règles en cours de partie. L'idée est de construire les automatismes progressivement. Pendant que les élèves jouent, circulez entre les tables pour vérifier que les cartes sont bien triées, les règles sont respectées et que chacun a bien compris ce qu'il fait. Enfin, à la fin de la donne, on leur demande de compter les levées gagnées par chaque équipe, ce qui introduit la notion de score. Cette étape peut être délicate au début, donc on peut la faire ensemble. L'objectif ici n'est pas la performance, mais l'appropriation progressive des mécanismes du jeu dans un cadre clair, rassurant et ludique. Leçon 2. Un jeu d'équipe, jouer sans gaspiller. Avant de commencer la nouvelle activité, vous allez prendre quelques minutes pour revoir ensemble ce que les élèves ont retenu lors de la dernière séance. Vous pouvez leur proposer une question ouverte, comme par exemple « Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on a vu la dernière fois ?» Laissez les enfants répondre librement. Certains auront peut-être oublié des éléments ou mélangé les règles, et c'est normal à ce stade. L'objectif ici, c'est de réactiver leurs souvenirs tout en les guidant doucement. Ensuite, vous pouvez reformuler les notions essentielles pour que tout soit clair pour tout le monde. Prenez le temps de bien expliquer chaque terme, surtout la levée, la couleur demandée et la carte la plus forte, car ce sont des notions nouvelles pour beaucoup d'enfants. Certains élèves peuvent très bien avoir retenu les mots sans en avoir saisi le sens. N'hésitez pas à illustrer avec un exemple ou même à montrer les cartes pour rendre tout cela plus concret. Ensuite, vous pouvez introduire le mot-clé du jour que vous allez utiliser dans la séance, avoir la main. Expliquez que c'est le joueur qui commence une levée, celui qui joue la première carte. On a la main quand on a gagné la levée précédente. Ce mot peut sembler abstrait pour les élèves, donc n'hésitez pas à l'expliquer en jouant une situation simple ou à poser une question comme « Qui a la main maintenant ?»
Vous pouvez aussi introduire les expressions « conserver la main »,« donner la main » ou « perdre la main », mais ce n'est pas grave si elles ne sont pas toutes retenues aujourd'hui. Ce vocabulaire reviendra naturellement avec la pratique. Pour finir, vous pouvez poser quelques petites questions pour vérifier si les notions sont bien comprises. L'idée ici n'est pas de piéger les élèves, mais de leur permettre de réfléchir et de reformuler à leur façon. Certains auront encore besoin de temps pour assimiler toutes ces règles. Ce qui compte, c'est de leur donner l'occasion de pratiquer, de se tromper et de progresser pas à pas. Pour cette étape, vous allez faire jouer les élèves une première donne en autonomie, mais en vous appuyant sur les règles qu'ils ont revues juste avant. Commencez par désigner « est » comme donneur. Rappelez bien que la distribution se fait une carte à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une consigne que certains élèves peuvent oublier, surtout s'ils sont concentrés sur autre chose. N'hésitez pas à la reformuler plusieurs fois. Ensuite, laissez-les jouer la donne en respectant les règles. Fournir dans la couleur, gagner la levée avec la carte la plus forte et entamer la levée suivante quand on l'a remportée. L'objectif ici est de les laisser s'approprier les mécanismes du jeu à leur rythme. Pendant que les élèves jouent, circulez entre les tables pour observer. Vérifiez que les cartes sont bien triées et visibles, les élèves respectent la couleur demandée et surtout, ils comprennent ce qu'ils font, même si ce n'est pas encore parfait. Certains enfants peuvent oublier une règle, jouer hors tour ou ne pas savoir qui doit entamer, et c'est tout à fait normal. Ce sont des erreurs d'apprentissage, pas des fautes. Dans ce cas, intervenez doucement en posant une question plutôt qu'en corrigeant directement. Par exemple, « Tu joues dans la bonne couleur ?» ou bien « Qui a gagné la dernière levée ?» L'important ici, ce n'est pas la performance ou la rapidité, mais de consolider les repères et d'aider chaque élève à prendre confiance. Pensez aussi à encourager les échanges entre élèves, car verbaliser les actions les aide à mieux comprendre les règles. Si besoin, vous pouvez rejouer une situation avec eux ou reformuler une règle au moment où elle pose problème. Laissez du temps, soyez souple et surtout veillez à ce que l'expérience reste ludique, positive et rassurante. Vous allez maintenant présenter une situation problème au tableau. Laissez quelques minutes aux élèves pour réfléchir individuellement ou en petits groupes avant d'échanger collectivement. Lisez l'énoncé avec eux. Quelle carte conseilleriez-vous à Sud de jouer? Laissez les élèves proposer des réponses, sans les juger même si elles ne sont pas correctes. Ce moment est propice à la mise en mots, à l'argumentation et au raisonnement collectif. Une fois les réponses exprimées, vous pouvez apporter une explication guidée. La correction attendue est la suivante. Quand mon partenaire est en train de gagner la levée, la meilleure stratégie, c'est de ne pas gaspiller ma meilleure carte. Je peux la garder pour essayer de gagner une autre levée plus tard. On essaie souvent de ne pas gaspiller les bonnes cartes. Cette activité développe des compétences mathématiques, car les élèves doivent anticiper, raisonner logiquement et comprendre une forme de gestion de ressources, ici les cartes de forte valeur. Elle favorise aussi le langage argumentatif. Les élèves doivent expliquer leurs choix, justifier, écouter les autres et parfois changer d'avis. Enfin, cette activité sollicite des compétences psychosociales, notamment la prise en compte de l'autre, reconnaître la stratégie du partenaire, coopérer implicitement et adapter sa propre action en fonction du collectif. Attention, cette situation demande aux élèves d'accepter de ne pas toujours jouer leur meilleure carte, ce qui va à l'encontre de réflexes spontanés. Il peut être utile de rejouer la scène avec des cartes visibles pour ancrer la logique. Vous pouvez proposer ensuite un deuxième exercice, toujours en collectif. Par exemple, Nord entame avec le 8 jaune. Quelle carte joue-t-on à l'est? Quelle carte joue-t-on en sud? Donnez un petit temps de réflexion, puis guidez l'analyse. Est joue le 4 jaune. Sud joue le 10 jaune. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas certain que le 8 de Nord gagnera la levée. Donc ici, Sud joue une carte plus forte pour essayer d'assurer la levée. C'est une situation qui développe le jugement stratégique et la prise de décision en situation d'incertitude. Elle encourage aussi la compréhension fine du contexte de jeu. Il ne s'agit pas juste de garder les bonnes cartes, mais de choisir le bon moment pour les jouer. Au niveau langagier,
elle pousse à exprimer des hypothèses. Je pense que, peut-être que, si Nord ne gagne pas, alors, attention, certains élèves risquent d'appliquer mécaniquement la règle on ne gaspille pas les bonnes cartes, sans prendre en compte la situation de jeu. L'enseignant doit aider à contextualiser les décisions. Ces situations renforcent la capacité des élèves à analyser une situation, à raisonner collectivement et à ajuster leur comportement à celui de leur partenaire. Ces situations offrent un terrain riche pour croiser des savoirs mathématiques, des compétences langagières et des habiletés sociales précieuses comme la coopération et la stratégie partagée. Prenez le temps d'écouter, de relancer les raisonnements et de valoriser les tentatives, même inexactes. L'objectif n'est pas seulement d'arriver à la bonne réponse, mais d'apprendre comment on y arrive. À partir de ce moment, vous allez pouvoir proposer aux élèves de jouer avec des jeux fléchés fournis par la Fédération française de bridge. Ces jeux contiennent sur le dos des cartes de petites flèches colorées qui permettent une distribution préparée. Prenons la donne 0 du jeu fléché. En haut de chaque carte, vous trouverez une petite case orange avec un chiffre et une lettre. Le chiffre 0 indique qu'il s'agit de la donne 0. La lettre O, en français, signifie que le donneur est ouest. Ensuite, il suffit de suivre les flèches. La première flèche vers l'avant est pour est. La deuxième flèche vers la gauche est une carte pour nord. La troisième flèche vers la droite est une carte pour sud. Enfin, la quatrième flèche est une flèche vers soi. Cela veut dire que ouest garde la carte. Cette distribution fléchée permet d'obtenir à chaque table exactement les mêmes jeux pour chaque joueur, ce qui permet de travailler une notion précise avec les mêmes conditions de départ pour tout le monde. Chaque donne est représentée dans un diagramme. À la fin de la séance, vous pourrez comparer les scores, analyser la partie, les choix faits à chaque table et observer les différentes stratégies employées. Vous allez maintenant faire jouer les élèves sur une deuxième donne, mais cette fois avec une nouveauté, l'introduction du jeu fléché présenté précédemment, qui va leur permettre de découvrir de nouvelles règles et stratégies du petit bridge. Expliquez aux élèves que les cartes qu'ils vont utiliser sont spécialement préparées et que les flèches au dos des cartes indiquent à quel joueur elles doivent être distribuées. Il est important ici de bien insister sur le fait que la distribution doit suivre précisément les flèches. Attention, certains élèves pourraient être tentés de redistribuer comme d'habitude ou de retourner les cartes. Veillez à bien montrer un exemple de distribution avec les flèches. Demandez-leur ensuite de distribuer les cartes et de jouer la donne 0 du jeu fléché numéro 2. Vous pouvez accompagner cette mise en place étape par étape puisque c'est leur première expérience avec un jeu fléché. Vous devez surveiller activement la mise en place pour éviter les erreurs de distribution, car une seule carte mal placée peut fausser toute la donne. Une fois le jeu terminé, demandez à chaque table quel score elle a obtenu. Expliquez alors aux élèves que toutes les tables avaient exactement les mêmes cartes, ce qui permet de comparer les résultats. Cela ouvre un moment très riche pédagogiquement. On peut faire ressortir les choix de jeux différents, les stratégies utilisées et discuter des raisons pour lesquelles certains ont réussi à gagner plus de levées que d'autres. Ce type d'activité développe la compréhension stratégique en montrant qu'avec les mêmes cartes, on peut avoir des résultats différents selon les décisions prises. Elle renforce aussi la compréhension des scores et la lecture des résultats. Enfin, elle encourage les élèves à discuter entre eux, à expliquer leurs choix, à comparer, à accepter que d'autres aient fait mieux et à apprendre de l'expérience collective. Certains élèves peuvent être déçus ou frustrés si leur table a obtenu un score plus faible. Il est important de valoriser l'analyse du jeu plutôt que le résultat et de rappeler que l'objectif est de progresser tous ensemble. Prenez le temps de faire émerger les bonnes idées repérées dans les différentes tables et encouragez les élèves à exprimer ce qu'ils ont compris, ce qu'ils pourraient faire autrement la prochaine fois. Leçon numéro 3, l'introduction de l'endormi.
Pour cette nouvelle séance, vous allez faire un petit rappel des règles vues précédemment en présentant quelques exercices. Expliquez-leur que dans chaque situation, c'est West qui entame. Leur mission est des Sud à choisir la meilleure carte à jouer. On garde bien à l'esprit la consigne clé de cette séquence. On joue pour gagner, mais sans gaspiller. Avant chaque exercice, prenez le temps de lire la situation à voix haute, puis laissez les élèves réfléchir un moment, seuls ou à deux, avant de mettre en commun les propositions. Le but ici n'est pas simplement de trouver la bonne réponse, mais de les amener à exprimer leurs idées, à argumenter, à confronter les points de vue. Dans le premier exercice, Sud est dans une position où Nord a déjà gagné la levée. La meilleure décision, c'est de jouer une petite carte, ici le 4, pour ne pas gaspiller une carte plus forte inutilement. Ce type de situation est intéressant car il permet aux élèves de prendre conscience que toutes les cartes ne se valent pas au même moment et que jouer plus fort n'est pas toujours synonyme de jouer mieux. Certains auront naturellement envie de jouer une carte plus haute simplement pour participer davantage au jeu. C'est là que l'on peut rappeler que faire équipe, c'est aussi faire confiance à son partenaire. Dans l'exercice suivant, en revanche, Sud a l'opportunité de gagner la levée. Et cette fois, il faut jouer le 8. Certains élèves, influencés par le réflexe de garder leur bonne carte, pourraient hésiter à le jouer. Il sera l'occasion de discuter du bon moment pour agir, de montrer que garder une carte trop longtemps peut aussi faire perdre une chance de gagner. On est ici dans une logique d'anticipation simple, mais très formatrice. Le troisième exercice demande un peu plus de finesse. Sud possède à la fois le 8 et le 10. Il faut ici jouer le 8 pour gagner maintenant tout en gardant le 10 pour plus tard. On introduit doucement l'idée de planification. Comment répartir ses forces pour optimiser ses chances sur plusieurs levées. Ce type de raisonnement est particulièrement riche car il demande aux élèves de se projeter, d'imaginer la suite du jeu. C'est un vrai petit travail de stratégie qui renforce leur capacité à planifier, à doser leurs ressources, tout en mettant des mots sur leur démarche. Enfin, le dernier exercice est un peu plus complexe. Sud doit décider s'il joue le 10 alors que le 9 pourrait être encore en jeu, peut-être chez West. Ici, on fait un pas de plus vers la prise de décision en incertitude. On ne sait pas exactement où se trouvent toutes les cartes, et pourtant il faut choisir. C'est l'occasion de montrer aux élèves qu'on ne peut pas toujours tout contrôler, mais qu'on peut prendre des décisions raisonnées en fonction de ce que l'on sait et de ce que l'on suppose. Certains auront du mal à raisonner sur ce qu'ils ne voient pas. Il ne faut pas hésiter à rejouer la scène avec des cartes visibles pour les aider à visualiser la logique de cette prise de risque. À travers ces 4 courtes situations, les élèves vont consolider leur capacité à observer, à anticiper, à argumenter, mais également à coopérer, même sans parler directement à leur partenaire. Ces exercices mobilisent autant la logique que le langage, autant la stratégie que la confiance en l'autre. Prenez le temps d'écouter les explications, de valoriser les tentatives, même si elles ne sont pas justes, et de revenir avec eux sur le raisonnement plutôt que sur la réponse. Ce qui compte, c'est de comprendre comment on pense le jeu et pas seulement quelle carte on joue. Dans la situation présentée ici, la distribution a été faite correctement. Chaque joueur a bien ses 10 cartes. Le jeu va débuter et nous jouons en Sud. Le donneur Ouest entame avec un 8 vert. Dès que l'entame est jouée, le joueur placé à la gauche de l'entameur, ici Nord, va poser son jeu à plat, face visible sur la table. À partir de ce moment, il devient l'endormi. Il ne joue plus ses cartes de manière autonome, c'est son partenaire, Sud, qui lui indiquera quelle carte jouer. Dans cet exemple, Sud demande à Nord de jouer le 4 vert. Ce rôle d'endormi peut être un peu frustrant pour certains enfants. C'est une posture où il faut lâcher prise, faire confiance à l'autre et accepter de ne pas décider soi-même. Mais c'est aussi une belle opportunité pédagogique. Apprendre à gérer ses émotions, à faire équipe, à écouter et à coopérer. Ce sont des compétences précieuses, bien au-delà du jeu lui-même. Le bridge est un jeu de stratégie à information incomplète. Le joueur situé en ouest, par exemple, voit son propre jeu, celui de l'endormi,
ainsi que les cartes déjà jouées par ses adversaires. Il en est de même pour le joueur Est. Il voit son jeu, celui de l'endormi, et peut observer les cartes jouées à chaque tour. Cette vision partielle mais partagée est l'un des fondements de la stratégie du bridge. Quant au joueur Sud, il est en position de force dans cette manche. Il a accès à l'intégralité des cartes de son équipe, les siennes et celles de l'endormi, ce qui lui donne un réel avantage stratégique. Il peut anticiper, calculer les répartitions probables dans le jeu des adversaires et adapter ses choix. Alors bien sûr, une question revient souvent dans les premières séances. À quoi ça sert l'endormi? Voici 2 situations concrètes qui vont permettre d'en comprendre tout l'intérêt. Une fois le jeu de l'endormi étalé, Sud peut déduire plusieurs informations. Par exemple ici, Sud peut compter 7 cartes bleues dans son camp. Il sait que le camp adverse en possède 3. Après 3 tours de cartes bleues, avec le 10, le 9 et le 8, plus aucun joueur n'aura de cartes bleues, sauf l'endormi qui pourra gagner avec son petit 1. Voilà un exemple de tout ce qu'un joueur peut déduire simplement grâce à la visibilité offerte par le jeu de l'endormi. Deuxième exemple, cette fois mettons-nous dans la peau du joueur Est. Son partenaire Ouest entame du 3 rouge. Il regarde le jeu de l'endormi et y voit 2 cartes rouges. Avec ces 4 cartes rouges, cela fait 7 cartes visibles. Donc, il reste 3 cartes rouges dans les jeux des adversaires. Il peut alors planifier une stratégie pour remporter non pas une, mais 4 levées d'affilée, simplement en jouant dans le bon ordre le 10, le 9, puis le 6, et enfin le 2 rouge qui gagnera à coup sûr puisque plus personne ne possède de carte rouge. Continuez à alterner temps de jeu en collectif et situation problème en groupe. Regardez les questions ci-dessous, elles ne sont pas anodines, elles ont une double fonction pédagogique. 1. Vérifier que la notion de l'endormi est bien comprise, et 2. Travailler le repérage dans l'espace. Pour les plus jeunes, n'hésitez pas à afficher le plateau de jeu avec les repères cardinaux nord, sud, est, ouest, afin de les aider à se situer plus facilement. Cela les aidera à répondre plus justement aux questions, tout en développant leurs compétences de lecture de support graphique. Dans cette étape, vous allez faire jouer les élèves avec la donne numéro 1 du jeu fléché numéro 2. Assurez-vous que chaque table a bien distribué les cartes comme indiqué en respectant les flèches et surtout prenez un temps pour vérifier que la règle de cette donne est bien comprise par tous les élèves car elle introduit une manière un peu plus fine de penser le jeu. C'est Sud qui est le donneur, donc c'est lui qui entame. Là encore, il est utile de rappeler ce point car certains élèves pourraient oublier ou confondre l'ordre de jeu avec les donnes précédentes. Dès les premières cartes jouées, vous pouvez encourager les élèves à réfléchir à la meilleure stratégie pour leur équipe. Ici, l'une des clés du succès sera probablement de commencer par une carte rouge, mais surtout d'être attentif à la gestion des bonnes cartes. Nord, par exemple, devra éviter de gaspiller trop tôt ses cartes fortes. Une fois que son équipe a repris la main, il pourra envisager de jouer le 10 vert. Ce choix est stratégique car il va permettre de valoriser le 8 vert, qui deviendra alors une carte maîtresse. Et une fois cette position acquise, l'équipe de l'endormi devrait pouvoir remporter les dernières levées. Ce type de situation est très intéressant pédagogiquement. Il pousse les élèves à penser plusieurs coups à l'avance, à coopérer sans se parler et à construire une stratégie en tenant compte des forces de chacun. Sur le plan mathématique, on développe ici des compétences de planification, de raisonnement séquentiel et de repérage de dominance. Côté langage, c'est aussi une belle occasion pour les élèves de mettre en mots leur raisonnement, d'utiliser des expressions comme prendre la main, faire tomber les cartes maîtresses ou préparer une fin de jeu. Et sur le plan psychosocial, on renforce la prise en compte du partenaire, la confiance dans sa stratégie et la compréhension du rôle de l'endormi qui est au cœur du jeu collectif. N'hésitez pas à accompagner les élèves dans la lecture des premières levées si vous sentez que certains sont un peu perdus. Et surtout, valorisez les stratégies efficaces repérées aux différentes tables. Montrez-leur que la réussite dans le bridge ne dépend pas seulement des cartes qu'on a, mais de la manière dont on les joue ensemble.
Enfin, c'est l'occasion de prendre un petit temps pour aborder ce que l'on ressent quand on est endormi. Frustration, crainte, soulagement, colère, sérénité, peut-être même de l'excitation. Leçon 4. Les cartes maîtresses. Pour cette nouvelle séance, prenez un petit moment pour réactiver les acquis de la séance précédente. Posez une question simple aux élèves du type « Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe après l'entame ?» Laissez-les répondre librement. Certains se souviendront du rôle de l'endormi, d'autres auront besoin d'un petit coup de pouce. Ce rappel oral collectif est un bon moyen de faire émerger les représentations tout en engageant chacun dans la réflexion. Ensuite, vous pouvez reformuler clairement. Une fois que la première carte de l'entame est jouée, et seulement à ce moment-là, le joueur placé à gauche de l'entameur pose son jeu face visible sur la table. Ce joueur devient l'endormi. C'est son partenaire qui décide quelle carte jouer. Prenez bien le temps d'insister sur le moment précis où le jeu est révélé. C'est une vigilance importante. Certains élèves, dans l'enthousiasme, pourraient retourner leur carte trop tôt. Pour poursuivre cette séance, vous pouvez proposer aux élèves 2 courtes situations pour s'exercer à jouer en tenant compte de la présence d'un partenaire endormi, ici placé au nord. Dans ces 2 exercices, Nord est l'endormi, c'est-à-dire que son jeu est visible sur la table, mais que c'est son partenaire qui décide des cartes à jouer pour l'équipe. Cela signifie que vous devez réfléchir non seulement à vos propres cartes, mais aussi à ce que vous pouvez faire en lien avec le jeu visible de votre partenaire. C'est un excellent moyen de travailler la coopération silencieuse, la prise d'information et la stratégie à 2. Dans le premier exercice, demandez aux élèves « Nord est l'endormi. Que feriez-vous si vous étiez en ouest ?» Laissez les réponses émerger, puis guidez l'analyse. Dans ce cas, la bonne stratégie consiste à jouer le 10 bleu, puis le 9, puis le 6 bleu. Cette dernière carte devient une carte maîtresse, c'est-à-dire la plus forte encore en jeu dans cette couleur. On termine ensuite par le 9 rouge pour finaliser la séquence. C'est un bel exercice de planification mathématique, mais aussi un excellent support pour le langage, car les élèves doivent expliquer leur séquence, justifier pourquoi ils jouent dans cet ordre précis et anticiper le résultat de chaque levée. Attention, certains élèves pourraient vouloir commencer par la carte la plus forte sans penser à la suite. Il est donc important de les aider à voir la progression dans la couleur et à réfléchir en termes de séquence. Dans le deuxième exercice, posez la question suivante. Nord est l'endormi. Que feriez-vous si vous étiez en Est? Ici, la situation est différente. La meilleure décision est de jouer le 2 bleu, tout simplement parce que Ouest est sur le point de gagner la levée. Inutile donc de gaspiller une carte plus forte. Ce cas-là est particulièrement intéressant car il demande à l'élève de reconnaître que son action n'est pas toujours nécessaire pour remporter une levée et qu'il est parfois plus malin de conserver ses forces pour plus tard. On travaille ici une forme de retenue stratégique ainsi que la confiance dans le partenaire. Au niveau langagier, cela invite à des formulations comme « Je n'ai pas besoin de jouer plus fort, mon partenaire va gagner ». Là encore, ayez une vigilance. Certains élèves auront tendance à vouloir intervenir systématiquement, même quand ce n'est pas nécessaire. C'est l'occasion d'insister sur le fait que, parfois, bien jouer, c'est justement ne pas intervenir. Ces 2 exercices très courts permettent de consolider plusieurs dimensions essentielles du jeu, la lecture du jeu visible, l'anticipation en équipe et la gestion des cartes dans la durée. Ils renforcent à la fois le raisonnement logique, l'expression orale précise et la capacité à coopérer sans consigne explicite. N'hésitez pas à laisser les élèves justifier leurs choix à voix haute, à comparer leurs réponses et à discuter ensemble des différentes stratégies possibles. L'essentiel n'est pas seulement la bonne réponse, mais la compréhension du raisonnement qui y mène. Annoncez aux élèves que jusqu'ici ils ont appris les règles de base du petit bridge et qu'ils vont maintenant commencer à découvrir des stratégies pour maximiser le nombre de levées et donc le nombre de points que leur équipe peut gagner. Posez-leur une question ouverte. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression carte maîtresse? Vous avez une idée de ce que cela veut dire? Laissez un peu de temps pour les réponses, même approximatives.
Ce moment est intéressant pour faire émerger leur représentation spontanée, poser des hypothèses et ouvrir la réflexion. Vous pouvez ensuite expliquer simplement. Une carte maîtresse, c'est une carte pour laquelle l'équipe adverse ne possède plus de cartes plus fortes dans la même couleur. Autrement dit, si vous jouez cette carte, vous êtes sûr de gagner la levée, à condition bien sûr que la couleur soit jouée. Prenez un moment pour faire reformuler avec leurs mots ou pour illustrer avec quelques cartes visibles. Certains comprendront rapidement, d'autres auront besoin d'un exemple concret pour saisir l'idée que la valeur d'une carte dépend du contexte et pas seulement de son chiffre. Voici des petits exercices que vous pouvez proposer aux élèves. Dans chaque situation, Sud est le joueur actif, Nord est l'endormi. L'objectif est de répondre à deux questions simples. Combien de cartes maîtresses possède l'équipe Nord-Sud et combien de levées peut-elle espérer remporter? Dans le premier exercice, la réponse est assez directe. L'équipe a 3 cartes maîtresses, elle peut donc raisonnablement espérer remporter 3 levées. C'est une situation simple qui permet de comprendre qu'une carte maîtresse équivaut en principe à une levée gagnée. Dans le deuxième exercice, la situation est un peu plus subtile. L'équipe possède 4 cartes maîtresses, mais ne pourra gagner que 3 levées. Pourquoi? Parce que certaines cartes maîtresses seront jouées dans la même levée, donc vont se gêner mutuellement. C'est un point très intéressant sur le plan mathématique, car on introduit ici la notion d'optimisation et le fait que posséder une ressource ne garantit pas toujours de pouvoir l'utiliser pleinement. C'est aussi l'occasion de faire verbaliser cette nuance. Avoir plus de cartes fortes ne veut pas dire gagner plus de levées. Dans le troisième exercice, les élèves retrouvent une logique plus linéaire. Il y a 3 cartes maîtresses et on peut espérer gagner 3 levées. La levée jouée avec le 9 bleu pour le 2, la carte 8 bleu pour le 1 et enfin le 10 bleu. Cette séquence montre comment jouer les cartes dans le bon ordre et permet donc de valoriser chaque carte maîtresse. On travaille ici des compétences de planification, mais aussi de lecture fine de la situation et de coopération implicite avec le partenaire. Attention, certains élèves peuvent confondre carte forte et carte maîtresse. Il faudra insister sur le fait qu'une carte n'est maîtresse que si plus aucune carte plus haute ne peut la battre. Ces exercices, bien qu'apparemment simples, sont très riches. Ils permettent de développer le raisonnement logique, le vocabulaire stratégique et la compréhension du jeu en équipe. Ils ouvrent aussi la voie à une réflexion plus large sur comment gérer ses ressources, comment observer et comment anticiper les conséquences de chaque choix. Prenez le temps de laisser les élèves s'exprimer, expliquer leurs réponses, parfois se contredire ou évoluer. C'est dans ces échanges que se construit une véritable compréhension du jeu. Pour cette nouvelle phase de jeu, proposez aux élèves de jouer la donne numéro 2 du jeu fléché numéro 2. Commencez par vérifier que chaque table a bien respecté la distribution fléchée. Cette étape reste essentielle pour que la donne fonctionne comme prévu. L'entame idéale serait de jouer le 10 rouge, suivi du 9 rouge. À ce stade, il est essentiel que Nord soit attentif aux cartes déjà jouées dans la couleur rouge. S'il remarque que les 8, 7 et 6 rouges sont déjà sortis, il peut comprendre que son 5 rouge devient alors une carte maîtresse. Et c'est là tout l'intérêt pédagogique de cette donne. Elle pousse les élèves à observer attentivement ce qui s'est déjà joué, à mettre en lien cette observation avec la stratégie à suivre et à valoriser les cartes qui, en apparence, ne semblent pas puissantes. Si cette lecture du jeu n'est pas faite, il y a de grandes chances pour que l'équipe Est-Ouest remporte jusqu'à 8 levées. En tous les cas, cela ferait un score de 7-3 en faveur d'Est-Ouest. C'est donc une excellente occasion de travailler la notion de carte maîtresse dans l'action, mais aussi d'insister sur la nécessité de suivre mentalement les cartes sorties, une compétence fondamentale dans la progression au bridge. D'un point de vue langagier, les élèves pourront s'exercer à formuler des hypothèses du type « si les plus fortes sont déjà jouées, alors cette carte peut devenir gagnante ». Sur le plan psychosocial, cette donne demande de garder sa concentration, d'ajuster ses décisions à ce que l'on observe et parfois d'oser prendre l'initiative à un moment clé.
Soyez particulièrement attentif à cette phase. Certains élèves pourraient passer à côté de l'analyse s'ils se concentrent uniquement sur leur propre carte. N'hésitez pas à revenir avec eux, en collectif ou par petits groupes, sur ce qui s'est joué dans les premières levées, pour les aider à reconstruire le raisonnement. Enfin, rappelez-leur que dans le bridge, une petite carte peut faire toute la différence, à condition d'être jouée au bon moment et avec la bonne lecture du jeu. Si le temps le permet, vous pouvez proposer aux élèves de jouer la donne numéro 3 du jeu fléché numéro 2. Commencez comme toujours par vérifier que la distribution a bien été faite en respectant les flèches, puis rappelez que Sud est le donneur. C'est donc lui qui entame. Dans cette donne, l'entame idéale serait une carte rouge. L'enjeu ici est stratégique. Nord-Sud peuvent gagner 3 levées dans la couleur rouge, à condition d'identifier ce potentiel dès le départ. L'élément clé de la réussite dans cette donne, c'est que lorsque Nord reprend la main, il doit immédiatement prendre ses 2 levées en vert. S'il ne le fait pas au bon moment, il est possible que l'équipe Est-Ouest parvienne à gagner jusqu'à 6 levées, ce qui modifierait complètement l'issue du jeu. Dans le scénario idéal, Nord-Sud gagne 3 levées en rouge, puis Nord prend ses 2 levées vertes, ce qui permet d'arriver à une égalité parfaite, 5-5. C'est une donne très intéressante pour travailler la notion de tempo et le bon usage des reprises de main. Les élèves devront anticiper non seulement ce qu'ils peuvent gagner, mais aussi quand ils doivent le faire. On développe ici une forme de lecture globale du jeu et une capacité à jouer en fonction de ce que le partenaire pourra faire plus tard. Soyez attentifs au moment où les élèves oublient de jouer les bonnes couleurs au bon moment. N'hésitez pas à poser une question simple comme « Si tu laisses passer la main, est-ce que tu pourras rejouer ces cartes plus tard ?» Et surtout, valorisez les élèves qui identifient la bonne séquence ou qui réfléchissent à la gestion des reprises. Leçon 5. Maître ou presque, l'affranchissement. Pour cette dernière séance d'apprentissage de stratégie, prenez un petit moment pour revenir avec les élèves sur ce qu'ils ont retenu de la séance précédente. Posez-leur une question ouverte de type « Qui se souvient de ce qu'on a appris la dernière fois ?» Laissez-les s'exprimer librement. Certains parleront peut-être du rôle de l'endormi, d'autres évoqueront l'idée d'éviter de gaspiller une bonne carte ou encore la découverte des cartes maîtresses. Ce moment est avant tout l'occasion de réactiver les souvenirs, de relancer les réflexes et de valoriser les savoirs déjà présents dans le groupe. Vous pouvez, si besoin, reformuler ou compléter en rappelant les grandes notions abordées, le rôle de l'endormi, la stratégie de gestion des cartes et la définition d'une carte maîtresse. Une fois ces rappels faits, vous pouvez proposer quelques petits exercices simples à faire ensemble à l'oral pour vérifier la bonne compréhension et poser les bases de la suite de la séance. Dans cette situation, combien de cartes maîtresses l'équipe Nord-Sud possède-t-elle? Laissez les élèves réfléchir un instant et formuler leurs hypothèses. Puis enchaînez avec la seconde question. Combien de levées l'équipe est-elle certaine de pouvoir gagner? Dans ce cas précis, la réponse est simple et permet d'ancrer la logique. Il n'y a qu'une seule carte maîtresse, c'est le 10 rouge. Et donc l'équipe ne peut espérer gagner qu'une seule levée, encore une fois, grâce à ce 10 rouge. Ce type d'exercice permet de bien faire comprendre que le nombre de cartes maîtresses et le nombre de levées gagnées sont liés, mais qu'il faut aussi prendre en compte la distribution des couleurs et le contexte du jeu pour raisonner correctement. Expliquez aux élèves qu'ils vont maintenant découvrir une nouvelle stratégie qui permet d'optimiser le nombre de levées qu'ils peuvent espérer gagner, même avec des cartes qui, à première vue, ne semblent pas forcément très fortes. Affichez au tableau un premier ensemble de cartes. Laissez-leur un petit moment pour observer, puis posez une question. Qu'est-ce que vous voyez? Guidez ensuite l'analyse. Le 10 n'est pas là, et c'est une carte maîtresse. Poursuivez avec une deuxième question. Est-ce que vous voyez des cartes qui sont presque maîtresses? Laissez-les proposer des idées, puis orienter la réflexion. Oui, il y a le 9, le 8 et le 7. Et alors, est-ce qu'on pourrait transformer ces cartes en cartes maîtresses? Expliquez-leur. Eh bien oui,
on peut jouer le 9 pour obliger le 10 à être joué. Et une fois que le 10 est tombé, ce sont le 8 et le 7 qui deviennent les nouvelles cartes maîtresses. C'est ce qu'on appelle affranchir une carte. Prenez un moment pour introduire la définition de façon simple et claire. Affranchir une carte, c'est forcer les cartes plus fortes à être jouées pour qu'une carte plus faible devienne à son tour une carte maîtresse. Avec le 9, le 8 et le 7, on peut donc espérer gagner 2 levées, même sans avoir de carte maîtresse au départ. Affichez ensuite un nouvel ensemble de cartes au tableau. Demandez à nouveau aux élèves d'observer. Qu'est-ce que vous remarquez cette fois-ci? Laissez-les répondre, puis reformulez si nécessaire. Le 10 et le 9 ont déjà été joués. Ce sont eux les cartes maîtresses. Il ne nous reste donc plus que le 8, le 7 et le 6. Et c'est là que le raisonnement stratégique prend tout son sens. On peut jouer le 8 pour forcer la sortie du 10. Ensuite, le 7 peut forcer le 9. Et à la fin, c'est le 6 qui devient une carte maîtresse. On voit ici toute la force de l'affranchissement. Même une petite carte, comme le 6, peut finir par gagner à condition d'être bien jouée au bon moment. Mais attention, ajoutez une vigilance importante. Affranchir une carte, c'est très utile, mais encore faut-il pouvoir la jouer. Il faut donc aussi prévoir comment reprendre la main pour jouer ces cartes affranchies. Expliquez simplement. Si je joue mon 10 trop tôt, je n'aurai peut-être plus la main plus tard pour jouer mes cartes affranchies. Cette séance travaille non seulement une compétence stratégique forte, une planification mentale essentielle dans le jeu en équipe. C'est aussi une belle manière de montrer aux élèves que les petites cartes peuvent devenir puissantes si on sait observer, anticiper et jouer en lien avec les levées précédentes. Revenez maintenant à l'exemple présenté au début de séance. Montrez à nouveau les cartes au tableau et posez cette question aux élèves. Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de gagner plus de levées? Laissez-les réfléchir quelques instants et formuler leurs hypothèses. Ce moment est intéressant pour voir s'ils mobilisent la notion d'affranchissement découverte plus tôt. Puis accompagnez l'analyse. Regardez bien les cartes jaunes. Elles ne sont pas encore maîtresses, mais elles le sont presque. Et c'est là que la stratégie devient claire. Si on joue dans cette couleur, on devrait pouvoir gagner encore 2 levées supplémentaires. Ce retour sur une situation déjà vue permet de valider la compréhension, de réinvestir une stratégie dans un nouveau contexte et de renforcer l'idée que les cartes prennent de la valeur quand on les joue intelligemment en fonction de ce qui reste dans le jeu. Pour vérifier que les élèves ont bien compris la stratégie d'affranchissement, vous pouvez maintenant leur proposer quelques petits exercices très simples à faire à l'oral. Dans chaque situation, Nord-Sud n'ont pas de carte maîtresse au départ. Et la question est toujours la même. Combien de levées peuvent-ils affranchir dans cette couleur? Prenez le temps de présenter chaque situation l'une après l'autre. Laissez les élèves réfléchir un instant, formuler leurs hypothèses, puis guider la correction. Dans le premier exercice, Nord-Sud peut affranchir 2 levées dans la couleur jaune. En jouant le 9 jaune, on force l'adversaire à jouer le 10 jaune. Et une fois cette carte tombée, les 8 et 7 jaunes deviennent affranchis. Dans le deuxième exercice, la situation est un peu différente. Nord-Sud peut affranchir une seule levée. Encore une fois, le 9 jaune est joué et il fait tomber le 10 jaune, et c'est le 8 jaune qui devient alors une carte maîtresse. Dans le troisième exercice, la configuration est plus favorable. Le 9 jaune fait tomber le 10, et derrière, les 8, 7 et 6 jaunes sont tout affranchis. Nord-Sud peut espérer gagner 3 levées dans cette couleur. Ces exercices permettent aux élèves de manipuler mentalement la logique d'affranchissement, d'anticiper les réactions adverses et de comprendre que jouer dans le bon ordre change complètement la valeur des cartes. Attention, petit point de vigilance. Pendant cette phase d'apprentissage, certains élèves risquent de croire qu'il faut toujours jouer une carte forte pour gagner. N'hésitez pas à leur rappeler que l'adversaire n'est pas obligé de gagner une levée. Et si l'adversaire ne la prend pas, eh bien, on pourra rejouer et essayer à nouveau. Prenez le temps de faire verbaliser les réponses, même si elles sont approximatives, car c'est dans l'expression du raisonnement que se construit la stratégie.
Pour terminer cette séquence, proposez aux élèves de jouer la donne numéro 4 du jeu fléché numéro 2. Commencez par vérifier que chaque table a bien distribué les cartes en suivant les flèches, puis rappelez que Nord est le donneur, c'est donc lui qui entame. Dans cette donne, il vaut mieux entamer avec le 9 jaune plutôt qu'avec le 8 vert. Pourquoi? Parce que cela permet d'affranchir plus rapidement les cartes jaunes, ce qui peut faire la différence dans le déroulement du jeu. Une fois que les cartes jaunes ont été affranchies et jouées, Nord pourrait être amené à utiliser son 10 bleu ou bien à changer de couleur et jouer du rouge selon les cartes que possède l'endormi en vert. Il y a donc une vraie réflexion à avoir sur le moment du changement de couleur et sur la coordination avec le jeu du partenaire visible. Peut-être qu'il reste un petit espoir de remporter la donne. Dans le scénario idéal, le score devrait aboutir à une égalité 5-5. Cette donne est intéressante car elle oblige les élèves à hiérarchiser leurs priorités. Faut-il d'abord jouer dans la couleur qu'on peut affranchir? Faut-il garder certaines cartes pour plus tard? Et surtout, comment anticiper les choix à venir en fonction du jeu du partenaire? On travaille ici à la fois la lecture du jeu visible, la gestion du tempo et la capacité à changer de stratégie en cours de route, selon ce que le jeu révèle progressivement. Restez attentif aux entames trop rapides ou aux décisions prises sans observation préalable du jeu visible. N'hésitez pas à poser une question simple pour aider à relancer le raisonnement. Valorisez les élèves qui prennent le temps de réfléchir, de s'adapter et qui font preuve de souplesse dans le raisonnement. Dans cette donne, la patience et la lucidité sont des atouts majeurs.